Bonsoir et bienvenue dans cette seconde séance du séminaire qui cette année est consacrée au droit économique de la personne. Je peux d'ailleurs vous annoncer le thème de l'an prochain. L'an prochain, ce sera sur les retraites, parce qu'il y a dans les retraites, indépendamment des projets Macron de réforme, il y a un enjeu de classe tout à fait considérable sur le travail. Et c'est un séminaire que je ferai avec Nicolas Castel, qui est un collègue de l'Institut européen du salariat. Ça inaugurera donc un travail en binôme qui se reproduira d'autres années. Il y aura, dans les années que nous sommes en train de préparer à l'Institut européen du salariat, il y aura une année sur la valeur, la question de la valeur. Il y aura une année sur salaire, qualification, une année sur les syndicats en Europe, une année sur l'entreprise, la propriété, une année sur l'émancipation, comment l'émancipation du travail peut être articulée à d'autres émancipations. Je ne peux pas encore vous donner les années, ce que nous ferons en 2025-2026, mais enfin... puis aussi, on va reprendre, on a un collectif qui s'apprête à reprendre les archives sur les années 40 pour sortir de l'histoire officielle tant du salaire que de la convention collective que de la Sécu. Et il y aura une année consacrée également à ce qui se joue entre 40 et 50 dans ce champ-là. J'espère que ça vous met en appétit de continuer. Cette année, donc, sur les droits économiques de la personne, je voudrais aujourd'hui revenir, avant d'aborder la prochaine fois comment il y a un déjà là dans les droits économiques de la personne et comment il s'est construit. Je voudrais aborder aujourd'hui l'enjeu anthropologique du travail comme attribut des personnes. Et commencer par revenir sur la distinction essentielle posée dans la première séance du séminaire, la différence entre valeur d'usage, richesse, et valeur économique, valeur, entre richesse et valeur, entre activité, travail concret, et travail abstrait, entre production de richesse et PIB, donc valeur d'usage, richesse, travail concret, activité, et puis valeur économique ou valeur, travail abstrait, travail, PIB. Ce point central dont témoigne, comme je l'avais dit lors de la première séance, le « je cherche du travail » ou « je ne travaille plus » de personnes qui sont très actives. Le premier point que je voudrais souligner, c'est la disparition de la valeur derrière la richesse. Et on comprend qu'une classe qui est dominante, la bourgeoisie, parce qu'elle a le monopole de la valeur, le monopole de la définition et de la pratique du travail, s'efforce qu'il n'y ait aucun débat sur la valeur et que le débat ne porte que sur la richesse. La bourgeoisie s'emploie à superposer activité et travail, de sorte qu'il y ait confusion. Richesse et valeur, car autant elle utilise notre travail concret, autant elle nous sollicite en tant que porteur de compétences, de diplômes, etc., autant elle récuse toute possibilité pour les travailleurs de maîtrise du travail abstrait. Des grandes décisions concernant l'investissement, ce qui va être produit, par qui, dans quelle division internationale du travail, tout cela, nous n'en avons pas la maîtrise. Et elle va donc faire en sorte, la bourgeoisie, que les travailleurs ne s'intéressent qu'à leur activité.
en entretenant un tabou sur la valeur dont elle se réserve le monopole. En témoigne, par exemple, la confusion courante entre richesse et valeur. Et sous sa forme savante, d'ailleurs, la soigneuse disparition de la valeur derrière la richesse se manifeste dans la définition académique de la valeur comme la mesure de l'utilité, mesurée par l'utilité. On va dire que ce qui a valeur, c'est ce qui est utile. Alors, ce qui n'est pas le cas, évidemment, mais la bourgeoisie masque la valeur derrière la richesse, masque le travail derrière l'activité. Autre témoignage de la disparition du travail derrière l'activité, la confusion courante que j'ai déjà signalée lors de la première séance, mais je reviens aujourd'hui de façon un peu centrée sur l'enjeu de porter notre réflexion sur la valeur et non pas sur la richesse. La confusion courante entre certification et qualification. On va dire que l'on est qualifié parce qu'on a un diplôme. Pas du tout. On a un diplôme, ça nous certifie. C'est-à-dire que ça atteste que nous sommes porteurs de compétences pour du travail concret, pour de l'activité. Alors que la qualification, c'est tout à fait autre chose. C'est un mot qui a été inventé dans la lutte de classe. C'est un mot qui a été inventé par le mouvement syndical contre la bourgeoisie, contre le patronat. C'est une conquête du mouvement ouvrier, ça nous le verrons en détail dans la prochaine séance. La prochaine séance sera consacrée à ce déjà-là de l'institution communiste du travail et de l'attribution du travail à la personne et non pas à l'emploi ou à tel ou tel autre support. La qualification, elle, c'est ce qui atteste que le qualifié contribue à un certain niveau à la production de valeur, non pas à la production de richesse, mais à la production de valeur, si bien qu'en face de chaque niveau de qualification, il y a un niveau de salaire, le salaire étant l'expression de la contribution à la production de valeur. Or, en permanence, la qualification est rabattue sur la certification. En permanence, on va dire qu'on est qualifié parce qu'on a un diplôme. Donc là, c'est une série d'indices de la disparition de la valeur derrière la richesse. Ça, c'est la première tactique langagière de la bourgeoisie pour que nous ne nous intéressions pas à la valeur. Elle va faire comme si la valeur, c'était la richesse. Et ça, la richesse, on peut s'en occuper, l'activité, le travail concret, tout ça, que ce soit notre affaire, ça ne la dérange pas. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que la valeur, cette fois-ci, lorsqu'elle est prise en compte, lorsqu'elle n'est pas confondue avec la richesse, la valeur, elle va être soit naturalisée, soit identifiée à la valeur d'échange. Ce qui, là encore, va ôter tout débat politique sur la valeur. Donc, à côté de cette confusion des termes, activité, travail, richesse, valeur, qualification, certification, etc., qui renvoient à des versants différents du travail, le travail concret, le travail abstrait, on observe aussi donc la naturalisation de la valeur qu'on va appeler la valeur, voilà, sans qualificatif, c'est la valeur. Pas besoin d'être qualifié, parce qu'elle est hypostasiée sous sa forme capitaliste de valeur d'échange. Et avec deux manifestations de cette naturalisation et de cette identification à la valeur d'échange. La plus courante, c'est précisément le fait de parler de la valeur sans qualificatif. Il faut partager la valeur, il faut un meilleur partage de la valeur. On n'imagine même pas que la valeur puisse relever
d'une pratique autre que capitaliste, et donc d'un quelconque qualificatif. On va simplement dire qu'elle est mal répartie, qu'il faut se mobiliser pour un meilleur partage, d'ailleurs on dirait en général des richesses, puisqu'il y a une confusion entre valeur et richesse. L'autre manifestation de la naturalisation de la valeur, c'est-à-dire d'extraire la valeur des rapports sociaux, de la poser comme un fait de nature. L'autre manifestation, de cette naturalisation, c'est son assimilation au capitalisme. La valeur n'a pas d'histoire, c'est un attribut du capitalisme, né avec lui et qui disparaîtra avec lui. L'enjeu serait alors non pas dans cette optique-là de mieux la répartir, mais d'en finir avec la valeur. Et donc là, ce qui va être proposé comme objet du conflit social, ça ne va pas être une meilleure répartition de la valeur, mais en finir avec la valeur, en finir avec le travail, en finir avec la monnaie. Toutes les thématiques de la fin du travail comme forme de sortie du capitalisme. Alors qu'il s'agit quand on examine la dynamique sociale, il ne s'agit ni de mieux partager la valeur, identifier la valeur capitaliste, ni d'en finir avec la valeur, identifiée, encore une fois, avec le capitalisme. Il s'agit d'historiciser la valeur. L'historicisation, c'est le troisième point que je voudrais développer maintenant. L'historicisation de la valeur, c'est un enjeu intellectuel décisif pour sortir de cette alternative dont les deux branches sont l'une et l'autre un atout idéologique de la bourgeoisie dans la lutte de classe. L'assimilation de la lutte de classe à un conflit de répartition d'un côté, première branche de l'alternative, mieux répartir la valeur, et de l'autre, l'abandon de la lutte dans la fuite vers une société de l'activité, sans économie, une société de la transparence des valeurs d'usage. D'un côté, première branche de l'alternative, pour prendre une question qui va être au cœur de l'actualité, la réponse à la réforme des pensions, et une réponse qui sera forcément défaite, qui l'est depuis 30 ans et qui continuera à l'être si on la pose toujours dans les mêmes termes, c'est de répondre en termes de restauration du pouvoir d'achat des pensions de retraite. On est donc bien dans un enjeu de répartition de la valeur, à une réforme analysée comme une des manifestations d'une politique qui donne aux riches et prend aux pauvres. Macron, le président des riches, d'accord ? Ou ses variantes qui donnent à l'oligarchie et qui piquent au peuple, qui donnent au 1% et qui piquent au 99%. On a toujours cette même thématique là, d'un enjeu de répartition. La lutte de classe est abandonnée au bénéfice d'une lutte contre l'austérité. Ça, c'est la première branche de l'alternative, dans laquelle nous met la confusion entre valeur et capitalisme, la naturalisation de la valeur, la confusion entre valeur et valeur d'échange, entre la valeur et la forme qu'elle prend dans le capitalisme, la non-historicisation de la valeur. Et puis, deuxième branche de l'alternative, toujours dans une même condamnation à la défaite, c'est l'adhésion à la construction capitaliste. Nous le montrerons dans la 4e séance du séminaire, en janvier. Mais c'est l'objet du second chapitre de Vaincre Macron, pour ceux qui ont lu ce livre ou commencé à le lire. L'adhésion à la construction capitaliste d'un premier pilier de ressources, un revenu de base, qui permettra une activité débarrassée du travail. On va pouvoir enfin être actif avec notre revenu de base. On sera débarrassé du travail. Ici aussi, la lutte de classe est abandonnée.
Historiciser la valeur, sortir de cette alternative d'une meilleure répartition de la valeur ou d'un abandon de la valeur, lever le tabou sur la valeur. Il y a bien tabou, puisqu'encore une fois, la bourgeoisie organise le débat public, organise notre socialisation primaire, de sorte que nous ne réfléchissions pas sur la valeur. Il y a un enjeu anthropologique à lever le tabou sur la valeur, et c'est le 4e point que je voudrais développer. Oui, il faut apprendre à penser en termes de valeur et d'une valeur dénaturalisée, historicisée. L'effort de pensée que représente la levée du tabou sur la valeur vaut la peine d'être mené, car l'enjeu anthropologique est de grande portée. Exister pour quelqu'un, exister dans le seul ordre de la valeur d'usage, du travail concret, c'est avoir une existence mutilée. Il est bien sûr que nous nous construisons comme humains dans le travail concret, dans ce qu'il suppose de composition avec l'altérité de la nature, avec autrui. Parce que produire des biens et des services qui satisfont nos besoins se fait dans une confrontation à l'altérité qui nous constitue comme humains. Mais ce travail concret, dont la dimension anthropologique n'est pas niable, n'est humanisant que pour autant que nous y décidons de l'essentiel, que nous décidons de l'objet du travail, de l'outil de travail et de l'investissement, de la composition et du fonctionnement du collectif de travail, du lieu de travail, des partenariats dans la division du travail, y compris international, des fournisseurs, des usagers, des clients, et la liste n'est pas exhaustive. Le travail concret n'est humanisant que pour autant que nous maîtrisons le travail abstrait, c'est-à-dire ces grandes décisions. Car ici, nous sommes dans l'ordre du travail abstrait, de la valeur, de ce qui vaut, de la validation sociale de notre activité, avec les deux institutions majeures de la valeur, j'ai vu ça la dernière fois, que sont le régime de propriété et le statut du producteur. Donc sortir d'une existence mutilée parce qu'elle est centrée sur le travail concret, en devenant souverain sur le travail abstrait. Condition pour que la valeur anthropologique du travail soit réelle. Parce que, 5e point, le travail abstrait détermine le travail concret. On voit bien que, prenons un niveau micro, l'activité de soins est complètement déterminée par les critères de gestion à l'hôpital. Ces critères de gestion vont ou non valoriser la clinique ou valoriser au contraire les protocoles. Et donc le travail concret va être très différent selon le travail abstrait. Ça, c'est un niveau micro. Et au niveau macro, on voit bien que l'aménagement du territoire va se fonder très différemment dans son caractère concret de création de voies de chemin de fer ou de création de routes, selon que ce qui vaut en matière de transport est déterminé par les propriétaires de l'automobile ou pas, de la production automobile ou pas. Donc le travail abstrait détermine le travail concret, et du coup c'est une inversion des termes que de parler, par exemple, j'y reviens, de révolution informationnelle. Et cette inversion est tout à fait cohérente avec le voile pudique de valeur d'usage derrière lequel la bourgeoisie cache la valeur.
Parler de révolution informationnelle, de révolution numérique, de tout cela, c'est faire comme si ce qui est décisif dans la dynamique d'un mode de production, c'est le travail concret. C'est l'outillage, c'est la façon dont on travaille concrètement. Or, ce qui révolutionne un mode de production, c'est la révolution de la valeur. Parce que la valeur détermine l'activité. C'est notre inscription dans l'ordre de la valeur, notre inscription en tant que personne dans l'ordre de la valeur qui conditionne la portée anthropologique de notre activité et des valeurs d'usage qu'elle produit. Notre inscription en tant que personne dans l'ordre de la valeur, qu'est-ce à dire ? C'est le 6e point que je voudrais développer. J'ai en mémoire une phrase qui figurait au bas de l'illustration d'une de ces images pieuses qu'on glissait dans les micelles de mon enfance. On y voyait la porte d'une maison avec, sur la pierre du seuil, un seau et contre le chambranle, un balai de paille de riz. Donc vous voyez le truc, une porte et puis un seau, un balai de paille de riz. La maxime, signée d'un auteur du 19e, dont j'ai oublié le nom, peut-être était-ce Léon Blois, car il est du genre à être mobilisé sur une image pieuse, mais pourquoi pas Verlaine ou Victor Hugo, car ce sont en plus 2 alexandrins que je vais vous lire, était « La vie simple, aux travaux ennuyeux et faciles, est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. » J'étais tout gamin, mais j'avais une répulsion pour cette phrase, que j'ai du coup retenue. Car sans avoir les mots pour le dire, nous étions à la fin des années 50 dans un petit village des Vosges et le féminisme n'avait pas encore fait son œuvre, en tout cas dans ce petit village. Je sentais le mépris qu'il y a dans cette exaltation par un homme des tâches domestiques dont il s'exonérait lui-même. Mais c'est aujourd'hui seulement que je mesure le caractère capitaliste de cette petite musique qui magnifie le travail concret. Car la façon dont la bourgeoisie organise le travail mobilise en permanence nos compétences, notre savoir-faire, bref, nous reconnaît dans l'ordre de la valeur d'usage, mais n'attache de valeur à cette activité, ne nous inscrit dans l'ordre de la valeur, à travers le salaire par exemple, que sous une forme qui nous interdit toute prise sur la valeur et donc sur notre activité, puisque c'est la valeur qui décide de l'activité. L'activité ne peut pas être notre affaire si le travail n'est pas notre affaire. On pensait à s'en sortir en supprimant le travail, la monnaie, la valeur, l'horreur économique. Pour faire de l'activité, c'était une illusion de bac à sable. Il faut affronter cette contradiction entre valeur d'usage et valeur économique que nourrit le capitalisme. Notre travail concret est souffrant parce que nous n'avons pas la maîtrise du travail abstrait. C'est pourquoi nous pouvons nous évertuer à améliorer nos compétences. Ça ne change rien à notre rapport au travail. C'est toute l'impasse dans laquelle se débattent les usagers et les personnels de Pôle emploi. Améliorer les compétences de quelqu'un, mais ça ne sert à rien en matière de travail. Améliorer ma capacité d'activité, ça ne change rien en matière de mon rapport au travail. Et même chose du business de la formation professionnelle, que Macron veut transformer en gros business d'ailleurs.
Et dans les entreprises, on peut faire tous les changements qu'on veut dans le travail concret. Ça ne change rien à la chose centrale. Nous sommes étrangers au travail abstrait dans le mode de production capitaliste et donc en souffrance dans le travail concret. Et là, je voudrais maintenant, dans un 7e point, insister sur l'étrangeté, des personnes au travail dans le capitalisme. Et donc la nécessité de faire que le travail devienne un attribut de la personne, ce qu'il n'est pas. Et vous voyez l'enjeu de la confusion entre qualification et certification. Le diplôme est un attribut de ma personne. Ça, le capitalisme, encore une fois, il nous reconnaît comme porteurs de travail concret. Il est prêt à attribuer à la personne un diplôme, mais jamais la qualification. Parce que la qualification, là, on est dans l'ordre de la valeur. Et là, il se réserve le monopole, la bourgeoisie se réserve le monopole de la valeur. Et donc, elle entretient la confusion entre qualification et certification. Donc, on ait l'impression de nous mouvoir dans l'ordre du travail alors que nous y sommes en réalité étrangers. J'ai évoqué dans la première séance l'étrangeté des personnes au travail, mais je voudrais maintenant le souligner, car cela fonde par contraste, bien sûr, tout le poids anthropologique de l'attribution de droits économiques aux personnes. Il y a une violence inouïe dans notre étrangeté au travail. Nous sommes étrangers à la validation sociale de notre activité. Et ça mutile considérablement cette activité. Sa validation sociale repose sur des institutions que nous ne maîtrisons pas du tout. Le marché du travail, le marché des biens et services, le crédit capitaliste, tout ce qui rend possible la reconnaissance de notre activité comme travail, sa validation sociale, se fait par des institutions auxquelles, dans le capitalisme, nous sommes étrangers. Mais c'est notre personne elle-même, et ça que sur quoi je voudrais insister, on est étranger aux institutions de validation de l'activité comme travail, mais c'est notre personne elle-même qui est étrangère au travail. Cette extériorité a 2 dimensions redoutables que j'ai brièvement évoquées dans la première séance, mais que je voudrais traiter plus longuement maintenant. Première dimension de notre étrangeté au travail, c'est la question qui s'exprime dans l'insertion, dans le chômage et dans la retraite. Et puis la deuxième dimension de notre extériorité au travail, c'est le fait qu'il faille s'endetter pour travailler. S'agissant d'abord de l'insertion, du chômage et de la retraite, nous devons nous insérer dans un ailleurs. Le travail, il est ailleurs. Ce n'est pas nous. Le travail, il n'est pas immanent à nos personnes. Nous devons nous y insérer avec les plus grandes difficultés, qu'il s'agisse de l'accès à un CDI sur le marché du travail ou de l'accès aux bénéfices en cas de travail indépendant. Les deux sont extrêmement difficiles. Et une fois que l'on est entré à grand-peine dans le château fort, nous sommes en permanence menacés d'en être sortis par le licenciement, si on y est entré par le marché du travail, par le départ volontaire, négocié sous forme de rupture conventionnelle, ou bien si on y est entré par le marché des biens et services, par l'échec sur le marché des biens et services.
Il y a donc cette violence sociale, mais à laquelle nous sommes très habitués, puisque nous sommes socialisés dès notre enfance, dans la naturalisation de cette violence sociale, qu'il faut s'insérer sur un marché du travail ou sur un marché des biens et services, qu'on risque d'en être sorti. Et cerise sur le gâteau, alors, cerise sur le gâteau de l'aliénation, nous célébrons par un vin d'honneur notre expulsion définitive du travail pour nous retrouver pendant des décennies retraités, voués à une utilité sociale non productive, entre bénévolat et loisir, avant que ces décennies de vie sans aucun enjeu de travail ne rétrécissent notre être jusqu'à la perte d'autonomie qu'induit une telle irresponsabilité. Il y a dans l'adhésion des retraités au malheur de ne pas travailler, mais dotés de ressources pour satisfaire nos besoins. Nous sommes des êtres de besoin qui avons le droit du pouvoir d'achat. Vous connaissez la chanson, je l'ai chantée lors de la première séance. Il y a dans cette adhésion, dans la revendication d'être désormais bénéficiaire de la solidarité intergénérationnelle, d'entrer dans le droit au loisir après une longue vie de travail, quelque chose de tout à fait significatif, de l'intériorisation, de l'étrangeté de nos personnes au travail, par quoi la bourgeoisie nous tient. Deuxième manifestation de cette étrangeté, s'endetter pour travailler. La seconde dimension de cette extériorité de nos personnes au travail est l'obligation dans laquelle nous sommes de nous endetter pour pouvoir travailler. Je l'ai signalé brièvement lors de la première séance, mais je veux insister aujourd'hui sur ce point, pour fonder encore une fois le fait que nous créions des institutions qui endogénéisent le travail, qui l'attribuent à nos personnes. Qu'on en finisse avec le fait de se contenter d'être actif, de se contenter de l'activité. Cette obligation dans laquelle nous sommes de nous endetter pour pouvoir travailler, nous y sommes moins sensibles qu'à celle du marché du travail. Nous sommes moins sensibles à la violence du crédit pour financer l'investissement. Tant nous considérons comme naturel le crédit. Or, nous l'avons vu, là j'insiste pas parce que j'en ai traité suffisamment longuement lors de la première séance, à la différence d'un bien de consommation pour laquelle on va, s'il est lourd, si son montant dépasse le flux courant de nos ressources, pour l'acquisition de ce bien, on va s'endetter et rembourser la dette. Là, il n'y a pas de... Ça ne pose pas de question anthropologique majeure, mais en revanche, s'endetter pour avoir accès à un investissement, pour avoir accès à un outil de travail. À la différence d'un bien de consommation, un bien de production rend possible la mobilisation d'un travail supplémentaire et donc une création de valeur, comme j'en ai longuement traité lors de la première séance, quand j'ai montré comment le cycle cotisation-subvention s'est substitué au cycle profit-crédit dans la production de santé, lorsque la hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie a permis à celle-ci de subventionner les énormes investissements liés à la réforme hospitalière des années 58-75.
Nous avons naturalisé la violence sociale qui fait que nous devons nous endetter pour travailler, soit que, travailleurs indépendants, nous louions ou achetions notre outil, soit que, membres d'une entreprise, nous devions, par notre travail, couvrir les dettes d'investissement qu'elle a contractées ou le LBO d'un repreneur. Cette naturalisation du crédit, une institution spécifiquement capitaliste, dans laquelle il est considéré comme naturel que un prêteur qui a piqué une partie de la valeur que nous avons produite à travers le profit, ou qui s'endette pour prêter et qui va piquer une partie de la valeur que nous allons produire, donc il pique soit ce que nous avons déjà produit, soit ce que nous allons produire, la naturalisation de ce crédit, qui est une violence sociale inouïe, fait que, prenons nos mots d'ordre, nous allons préconiser du crédit public, on va préconiser que la Banque centrale prête aux États, on va préconiser des choses comme cela, mais certainement pas la suppression du crédit. Tellement nous avons intériorisé la violence sociale que pour travailler, c'est ailleurs, extérieur à nos personnes, eh bien, il faut que nous nous endettions. C'est d'autant plus important de réfléchir à la nécessité anthropologique de sortir de cet endettement que le capitalisme contemporain est un capitalisme de la dette. Pour l'essentiel, c'est ce que Marx appelle le capital fictif, nous y reviendrons lors d'une séance, mais aujourd'hui, vous savez que seul 1% des échanges sur les marchés des capitaux correspondent à des échanges de biens et services produits, que 99% portent des échanges sur des titres qui n'ont aucune équivalence dans la production réelle, sur des titres qui titrisent des dettes, et que, pour l'essentiel, la valorisation du capital s'opère dans l'espérance qu'il va être possible de ponctionner de la valeur sur ce que nous produisons afin d'honorer, sous forme de monnaie réelle, les titres de la dette, les titres du capital fictif. Je vous renvoie pour cela à quelques ouvrages. Vous avez l'ouvrage de Cédric Durand, Le capital fictif, qui est paru aux Prairies ordinaires en 2014. Vous avez un ouvrage qui est plus connu, l'ouvrage de David Graeber, G-R-A-E-B-E-R, qui s'appelle « Dette, 5000 ans d'histoire », qui est paru en collection de poche, en Babelio, chez Actes Sud en 2016, et dont Judith Bernard a tiré une pièce tout à fait passionnante qui s'appelle « Amargie ». Je vous conseille fort de vous intéresser à cette pièce de Judith Bernard. Un des enjeux actuels de naturaliser le crédit, c'est le prêt aux étudiants. C'est d'instaurer en France le dispositif qui est devenu majoritaire dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire de financer la production du capital intellectuel par du prêt. Disant, voilà, l'outil de travail des personnes sur leur capital intellectuel, on va leur prêter pour qu'ils puissent disposer de cet outil par des études qui vont former cet outil.
Et les étudiants vont payer des droits d'inscription élevés, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à cet outil de travail gratuitement. Non, 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 il faut payer. Mais ça ne leur coûtera rien, parce qu'on va leur prêter le montant des droits d'inscription. C'est ce qui se passe en Angleterre ou aux USA. Le montant des droits d'inscription est payé. Et puis, on démarre dans la vie avec une dette. Là, nous sommes dans l'inscription vraiment dans les personnes de la dette pour pouvoir travailler. Vous avez aujourd'hui la conférence des présidents d'université, celle des directeurs des grandes écoles, le ministère, qui font le forcing pour qu'une hausse des frais d'inscription soit compensée par des prêts aux étudiants. Nous avons là un enjeu anthropologique majeur. Faut-il s'endetter pour travailler? Vous allez avoir à la fin du mois un ouvrage d'une qualité exceptionnelle d'Aurélien Casta, C-A-S-T-A, qui va paraître à La Dispute, fin novembre, intitulé « Le salaire étudiant », qui analyse précisément comment, en Angleterre, où les études étaient gratuites, contrairement à ce qu'on pense, un mouvement a été vraiment créé de toutes pièces pour remplacer la gratuité des études par un dispositif de forts frais d'inscription avec prêts de même niveau que les frais d'inscription. Le Student Finance, cet ouvrage montre comment il s'est construit et c'est un avertissement, je crois, extrêmement salutaire pour notre pays et Aurélien Casta interviendra, non pas cette année, mais dans ce séminaire lui aussi. Je vous recommande son livre qui va sortir, donc Le salaire étudiant à La Dispute. Le 8e point que je voudrais traiter, c'est que nous sommes à la fois irresponsabilisés et sanctionnés. Irresponsabilisés puisque nous n'avons aucune maîtrise du travail abstrait et sanctionnés en permanence par l'obligation de s'insérer, qu'on réussit ou pas, par le risque d'être sorti du travail, par l'entretien avec le N+1, où on va à la queue basse, quémander la reconnaissance que nous sommes des travailleurs pertinents, la suspicion dans laquelle nous sommes en permanence de ne pas être employables. Irresponsabilisés et sanctionnés. Et je note que les prêtres de la religion capitaliste du crédit et du marché, comme lieu de valorisation du travail, marché du travail, marché des biens et services, détournent notre regard de la naturalisation de l'endettement et de l'insertion, qui sont les cœurs de l'exploitation, en dénonçant la culpabilisation judéo-chrétienne. Tout ça, ce serait la culpabilisation judéo-chrétienne. Vous voyez qu'une religion ne s'impose qu'en dénonçant les religions. Aucune culpabilisation judéo-chrétienne dans cette affaire, qui est l'étrangeté au travail des personnes dans une logique qui leur impose d'assumer une dette et de devoir s'insérer, tout en les posant en permanence comme suspects de tirer au flanc. Il n'y a rien de judéo-chrétien là-dedans. Il n'y a que de la religion capitaliste. Et je l'ai dit
lors de la première séance, les religions sans Dieu sont les pires. S'agissant de la valeur, le capital nous irresponsabilise, tout en nous sanctionnant à jet continu, chômage, échec marchand, management par la peur. Ce couple irresponsabilité-sanction est un perturbateur anthropologique auquel il serait bon que nous apprenions à porter autant d'attention qu'aux perturbateurs endocriniens. Et je voudrais, dans un 9e point, souligner justement les impasses anthropologiques de l'étrangeté des personnes au travail, en vous renvoyant à des extraits du chapitre 3 de Vaincre Macron. Je viens de souligner les impasses de l'insertion, du chômage et de la retraite qui scandent une biographie mutilée par l'étrangeté de notre personne au travail. Je viens de souligner les impasses d'un travail voué à rembourser une dette bien davantage qu'à produire. Mais dans le 3e chapitre de Vaincre Macron, j'énumère d'autres symptômes. Je me cite. Mais c'est pour vous inciter à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. L'absence de maîtrise d'une dimension structurante des existences individuelles, le travail. Non pas l'activité. Ça, la maîtrise de l'activité, le capitalisme, ça, il ne la met pas en cause. Hein. C'est la maîtrise du travail. L'absence de maîtrise, donc, d'une dimension structurante des existences individuelles conduit à un gâchis des personnes. Rage devant l'impuissance à décider de l'essentiel. Montée des peurs. Démobilisation. Cynisme. Immense sous-utilisation des capacités dans un travail générateur de souffrance du fait des injonctions contradictoires. Pas de côté dans des activités ayant sens, mais réduites à la marginalité ou l'entre-soi. Fuite dans le divertissement d'une consommation illusoire. Rapport au savoir, instrumenté par l'obsession de la bonne filière de formation pour la compétition sur le marché du travail. Découragement devant l'obligation de mettre ses compétences au service de la production de valeur pour les actionnaires. Repli sur soi, concurrence acharnée entre pairs, appel à un sauveur, ça marche très fort. Obséquiosité vis-à-vis de celles et ceux dont on attend un soutien dans la lutte de tous contre tous pour devenir soi-même propriétaire lucratif de l'outil de travail et participer à la prédation de la valeur produite par autrui. Ça, c'est les gagneurs de Macron. Solidarité capitaliste de celles et ceux qui réussissent pour celles et ceux qui ne sont rien. Cette saloperie de solidarité capitaliste. Un désastre anthropologique. Je suis solidaire de toi parce que j'ai et que tu n'as pas. Mais les méfaits anthropologiques de notre étrangeté au travail ne sont pas qu'individuels. Ils sont aussi collectifs. C'est notre démocratie qui est menacée. Tout le 3e chapitre de Vaincre Macron est centré sur le fait que travail et démocratie sont dans le même bateau. Je me cite à nouveau. Il est inutile de s'étendre sur le constat d'épuisement de notre démocratie. Le MEDEF envahit l'État, tandis que les multinationales s'arrogent les droits de la puissance publique. Et cela dans une dynamique que le processus électoral est impuissant à enrayer, quand il ne l'accompagne pas, comme nous en avons le spectacle avec l'élection d'Emmanuel Macron et des députés de sa majorité, directement liés au capital, sous des allures de société civile.
Nous sommes près de 30 ans après le gouvernement Rocard, qui a démarré tout le truc. C'est Rocard, le plus intelligent de la bande de nos adversaires. Et dans l'intervalle, depuis 30 ans, les réformateurs ont marqué des points en matière de porosité croissante entre la bourgeoisie capitaliste et l'appareil d'État. Si bien qu'aujourd'hui, et c'est la marque de fabrique Macron, l'entreprise capitaliste se pose sans phare en modèle de fonctionnement pour les pouvoirs publics. La dictature sur l'essentiel, masquée par l'horizontalité et la transparence sur l'accessoire, qui caractérise forcément la prise de décision dans l'entreprise capitaliste, puisque les travailleurs en sont exclus, devient la norme pour la décision publique, ou l'organisation de partis comme La République en marche. Les menaces sur les libertés publiques se multiplient, marquées par la criminalisation de toute résistance. Le capital se prépare à la guerre sociale et a trouvé en Emmanuel Macron un président déterminé à la mener, comme en témoigne la pérennisation de l'état d'urgence dans la loi. Ces graves dérives de notre vie publique ont à voir avec l'épuisement anthropologique dû à l'absence de souveraineté des personnes sur la valeur. Nous venons, je continue à me citer, d'en évoquer des signes individuels, quand j'ai la liste tout à l'heure des impasses anthropologiques dans lesquelles nous mène individuellement notre étrangeté au travail. Mais les signes collectifs les redoublent, ce qui devrait nous rendre aussi attentifs aux méfaits anthropologiques du capitalisme qu'à ses méfaits écologiques. Abstention majoritaire chez les jeunes et dans les catégories populaires, fuite devant l'impôt et la cotisation sociale, organisation du refoulement des étrangers, fatalisme face aux fermetures d'entreprises, idées reçues sur la difficulté à comprendre les questions économiques, porosité croissante entre pouvoir public et bourgeoisie capitaliste dans l'investissement, les services publics, les médias, le financement des lieux de la culture, les trajectoires individuelles des dirigeants, les instances de décision. La dérive que veulent imposer Emmanuel Macron et le MEDEF à la démocratie pour réaffirmer la souveraineté de la bourgeoisie sur le travail souligne combien le salut du travail et celui de la démocratie sont liés. La priorité doit être donnée à la conquête de la souveraineté des personnes sur la valeur pour donner pleine mesure tant à la démocratie qu'au travail, et dans l'immédiat pour interrompre leur commun naufrage. Car démocratie et travail ne trouvent sens qu'en confiant la définition et la pratique de la valeur au pouvoir du peuple. Démocratie et travail ont partie liés. Ils sont dans la même souffrance du fait de l'absence de la maîtrise de la production dans les droits de la personne. Le salut de la démocratie est dans l'enrichissement de la citoyenneté par la responsabilité des personnes sur la production, exprimée et garantie par les 3 droits économiques de salaire à vie, de propriété d'usage de l'outil de travail, de participation aux instances de coordination de l'activité économique, 3 droits à attribuer à chacun le jour de sa majorité politique afin qu'il puisse maîtriser son travail, l'inscrire dans la production des richesses nécessaires à la satisfaction des besoins sociaux. La démocratie du travail et par le travail suppose quelques institutions fondamentales dont on a montré au premier chapitre les prémices conquises par la classe ouvrière dans un déjà-là qu'il s'agit maintenant de porter à la fois plus explicitement et plus loin. Fin de citation. Je renvoie donc là au premier chapitre et je voudrais dans un 10e point rappeler les prémices de la pratique communiste du travail que j'ai énoncées lors de la première séance. Le travail de dénonciation que je viens de faire là, c'est fini. Il n'y en aura plus d'ici la fin du séminaire.
parce que dénoncer ne sert à rien si ça n'est pas au nom d'un oui que l'on dit un non. Et c'est tout l'enjeu de ce séminaire que de montrer que nous sommes déjà en partie sortis de l'étrangeté du travail aux personnes. J'ai insisté sur le fait que dans le capitalisme, le travail est étranger aux personnes. J'ai insisté sur les dérives anthropologiques majeures, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, dont c'est porteur. Mais je ne le fais que pour souligner le fait que nous avons déjà commencé à en sortir. Je ne participe pas au cœur des pleureurs, du tout, jamais. Le Parti communiste et les militants communistes de la CGT ont été en mesure de conquérir au XXe siècle les prémices d'une pratique communiste de la valeur et donc du travail. J'ai défini communiste lors de la première séance, je n'y reviens pas. Mais je rappelle quand même que par pratique communiste du travail, il faut entendre l'ensemble des institutions du salaire qui commencent à instituer les travailleurs en souverains sur la valeur, de sorte de faire du travail l'affaire commune. Ces institutions, c'est, je le rappelle, je les ai énoncées lors de la première séance, et je montrerai comment elles ont été construites dans la prochaine séance, c'est la subvention par des caisses gérées par les travailleurs d'un investissement financé par cotisation d'une partie de la valeur, selon un taux interprofessionnel unique sur la valeur ajoutée marchande, ou par création monétaire, mais sans crédit, ce qui sort les travailleurs de l'endettement. La subvention de l'investissement sort les travailleurs de l'endettement, pas le crédit public. Seule la subvention de l'investissement sort les travailleurs de l'endettement. Et ça rend possible la propriété patrimoniale non lucrative de l'outil de travail par des collectivités publiques, gérées elles aussi par les travailleurs. Ça, c'est la première institution déjà là, mais pas assez, et pas assez explicitement, qui fait du travail un attribut de la personne et une affaire commune. Deuxième institution, la dévolution de l'outil de travail à celles et ceux qui l'utilisent, en toute propriété d'usage. Autofinancement, marché, fournisseurs, produits, constitution du collectif, tout cela est de la responsabilité de ceux qui utilisent l'outil, propriété d'usage de l'outil. Troisième institution, le salaire à vie à la qualification personnelle, pour que l'attachement du salaire à la personne même du travailleur, en permanence confirmé comme producteur de valeur et non pas suspecté de ne pas être employable, en permanence confirmé comme producteur de valeur, pour que ça rende possible notre libre intervention permanente dans la gestion des entreprises, des caisses de salaire et d'investissement, des instances de la qualification et de la propriété patrimoniale. Tant que nous ne sommes pas confirmés en permanence par un salaire à la qualification attachée à notre personne, nous ne pouvons pas exercer en toute liberté ces responsabilités. Il y a un déjà là, mais 11e point, et dernier, il s'agit de déplacer la dynamique du déjà là. Nous analyserons dans le prochain séminaire la conquête de ces institutions. Vous comprendrez qu'elles font l'objet depuis toujours d'un refus acharné de la bourgeoisie. En même temps que le débat public, sous l'impulsion de François Furet, puis de Pierre Rosanvallon, relayé par le seconde gauche rocardienne et la CFDT, donnait vigueur
un anticommunisme de gauche, identifiant communisme et totalitarisme. Et ce n'est pas la façon dont est organisé l'anniversaire de la Révolution d'octobre qui nous sortira de cette identification. Donc en même temps que le débat public, sous l'impulsion de la seconde gauche, organisait un anticommunisme de gauche identifiant communisme et totalitarisme, ce refus bourgeois des institutions communistes du travail en cours de création au XXe siècle a trouvé, depuis le milieu des années 80, les voies d'une contre-révolution capitaliste menée de gauche et de droite, qui a laissé ses opposants jusqu'ici sur la défensive, faute qu'ils mènent la bataille sur le terrain des institutions du travail, parce qu'il faut réfléchir à l'échec de 30 ans des opposants à la réforme. Des opposants à la réforme que je qualifierais dans le 5e séminaire en février de contre-révolution capitaliste. Retrouver l'offensive, vaincre la contre-révolution capitaliste, vaincre Macron, suppose de poursuivre la révolution communiste du travail par l'inscription des 3 institutions de la pratique communiste du travail comme droit économique de la personne. Ces institutions deviennent des droits économiques de la personne. En effet, comme je l'écris dans Vaincre Macron, et je me cite, on ne peut pas seulement assumer le déjà là, ce qui reste au demeurant, j'ajoute entre parenthèses, largement à faire, tant la conquête communiste de la qualification personnelle, de la subvention de l'investissement, a été volée dans la belle liste poire de la solidarité capitaliste rendue possible par une répartition plus juste de la valeur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Mais on ne peut pas simplement assumer le déjà là. Il importe de déplacer la dynamique qui a conduit à ce déjà là. La classe ouvrière a conquis au coup par coup le régime général de sécurité sociale, le statut de la fonction publique ou la nationalisation d'EDF, GDF, mais sans perspective générale sur les droits économiques de la personne. Ça a été au coup par coup, de façon très empirique. Opposé à la contre-révolution réformatrice, la poursuite de la révolution communiste suppose de mettre expressément, explicitement en avant cette perspective. Le statut de toute personne doit être enrichi de droits économiques au salaire à vie et à la copropriété d'usage de l'outil de travail. Je rappelle les 3 droits que nous pourrions mettre en place à 18 ans. Attribuer à chacun à 18 ans le premier niveau de qualification comme droit politique, et comme droit politique au salaire, du coup, puisque qui dit qualification dit salaire, qui dit diplôme dit savoir-faire, qui dit qualification dit contribution à la production de valeur, et donc salaire. Et donc attribuer 1 700 € à 18 ans à tous, comme droit politique, et la possibilité de passer des épreuves de qualification pour monter en qualification et donc en salaire dans une limite de un rapport, mettons, de 1 à 3,5, jusqu'à 6 000 € maximum. Deuxième droit, le droit à la propriété d'usage de tout outil de travail que l'on utilisera, donc de décider de son usage. Et troisième droit, le droit de participer à la décision, pas simplement dans l'entreprise, ça c'est le deuxième droit, mais dans toutes les institutions de coordination de l'activité économique, les caisses d'investissement, et donc la création monétaire aussi, les jurys de qualification, les caisses de salaire, etc. Oui, il faut en finir, et ça des droits de la personne, il faut en finir avec l'extériorité de nos personnes au travail. Nous devons tous être titulaires de notre salaire et de notre outil de travail. Et je conclus ce séminaire sur une dimension des droits économiques de la personne dont je n'ai pas traité dans Vaincre Macron,
qu'il faudra élaborer dans une des séances de cette année, qui est la suivante. Toute personne, dès lors qu'elle est titulaire d'une qualification et donc d'un salaire, doit être dotée d'un contrat de travail qui la rend partie prenante d'un collectif, qu'il s'agisse d'un établissement scolaire pour les plus jeunes, d'une administration, d'une entreprise ou de partenaires en cas d'exercice indépendant. En effet, l'exercice de la qualification n'est possible que dans un collectif de travail. Et l'appartenance à un tel collectif est constitutif du droit à la qualification. Nous ne sommes pas des monades isolées. Ça, c'est ce que le capitalisme fait de nous. On sait les effets dévastateurs de l'abandon sur le marché, qu'il soit du travail ou des biens et services, d'individus déliés de tout collectif. Le contrat de travail définit le collectif d'appartenance, le temps de travail, la prévisibilité de l'emploi du temps, les tâches et responsabilités de collectif. Ce collectif de travail n'est source d'aucun droit. Les droits sont des attributs de la personne et ne reposent que sur la loi, pas sur des dispositifs conventionnels sectoriels. Les droits de la personne ne se négocient ni dans la branche ni dans l'entreprise. La branche et l'entreprise, c'est des lieux où on peut négocier le travail concret, mais pas le travail abstrait. Le collectif de travail, donc, n'est source d'aucun droit. Mais il est un lieu décisif d'exercice des droits, qu'ils soient professionnels, syndicaux, politiques ou culturels, ce qui suppose qu'on y soit pleinement décideur. La citoyenneté doit passer du hors-travail au travail, comme j'ai commencé à l'écrire dans le 3e chapitre de Vaincre Macron, un point qu'il nous faudra élaborer davantage, donc dans une des prochaines séances du séminaire. Vous avez la parole. Merci de votre objection au mot « détermine ». C'est possible qu'il soit excessif. L'intérêt de ce séminaire, c'est précisément de me mettre en difficulté. Je vous livre là où j'en suis, et ensuite vous me faites avancer par vos réactions. J'ai peut-être tordu le bâton. Je suis tellement en pétard contre la révolution informationnelle, etc., tout le blabla qu'on nous raconte, tout le fait que, je sais pas quoi, l'origine du capitalisme, ce serait, je sais pas quoi, l'invention de la roue, enfin des conneries, quoi. Que je tords peut-être le bâton excessivement quand je parle de détermination, alors que peut-être vous avez raison de montrer qu'il y a une dialectique entre ces deux versants du travail et que le travail abstrait décide des lieux où il va y avoir recherche, par exemple, concrète, et on fera tel médicament et pas tel autre, enfin, etc. Donc il y a bien une influence, mais dire que c'est déterminé dans un sens strict est sans doute excessif. Donc merci de votre remarque, dont je ne tiendrai peut-être pas compte, j'en sais rien, mais qui, en tout cas, m'oblige à réfléchir. Alors, quid du collectif de travail pour des élèves de terminale? Mais aussi, faut-il faire partie d'un collectif pour avoir des droits attachés à la personne? Bon, donc là aussi, c'est l'effet de ce séminaire que de m'exposer un peu à poil sur des terrains que j'explore et de bénéficier de vos réactions. Moi, je parle d'un droit, je ne parle pas d'un devoir. C'est-à-dire que j'ai été très attentif à un travail que j'ai fait avec une chercheuse sur
Mara Bisignano sur le système italien d'indemnisation du chômage, qui comporte une dimension extrêmement intéressante, c'est que les chômeurs conservent leur contrat de travail. Ils restent dans les effectifs de l'entreprise, ils restent concernés par les activités que les entreprises font, etc. Ils ne sont pas renvoyés à leur isolement sur le marché du travail. Et lorsqu'on examine la revendication de la CGT de sécurité sociale professionnelle, elle inclut aussi non seulement le maintien du salaire entre deux emplois, là on est vers le salaire à vie, le salaire est maintenu entre deux emplois, mais également le maintien du contrat de travail, parce que les ravages de l'isolement dans le chômage sont considérables. Donc il s'agit d'un droit, il ne s'agit pas d'un devoir. Alors maintenant, comment ça se monnaie institutionnellement, ça, c'est à discuter. Seulement, je veux insister sur le fait que, sauf exception, nous n'exerçons pas notre qualification tout seul. Et que le droit d'appartenir à un collectif, y compris quand on est travailleur indépendant, parce qu'on a forcément des partenaires, est un droit sur lequel il me semble qu'il faut réfléchir. J'y ai pas réfléchi du tout, puisque j'en parle pas ni dans Émanciper le travail, ni dans Vaincre Macron, mais il me semble qu'il faut y réfléchir. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait partie d'un collectif n'aurait pas droit au salaire à vie. Le salaire à vie, c'est un droit de la personne. Mais qu'il faut, à mon avis, enrichir du droit d'appartenir à un collectif. Et un droit, c'est quelque chose qu'on peut faire valoir contre son absence, disons. Voilà. Et ça ne veut pas dire non plus que les élèves de terminale vont décider du programme. C'est à discuter tout ça. Mais que quelqu'un... C'est une question de responsabilité. Moi, je suis absolument contre la distribution de sous comme ça, puis démerdez-vous. La distribution d'un salaire comme droit politique n'a de sens que dans une éducation à la responsabilité, qui doit démarrer dès l'enfance. Ça suppose, je l'ai dit la dernière fois, une mutation de l'école, qui aujourd'hui n'éduque pas du tout à la co-responsabilité, elle éduque à la compétition sur le marché du travail, point. Donc, dans l'éducation à la co-responsabilité, il y a sans doute des formes de vie collective avec des élèves majeurs dans le lycée qu'il faut examiner, mais ça ne veut pas dire que, je sais pas, ce serait la confusion entre les sachants et les non-sachants, ou je ne sais pas quoi, tout ça n'a pas de sens à mon point de vue. Quelqu'un qui fait 10 ans de camping dans toute la France, je lui souhaite bien du plaisir. Et ça ne me dérange pas, notre activité économique n'en souffrira pas beaucoup, beaucoup moins en tout cas que de l'activité de beaucoup de DRH aujourd'hui et de beaucoup d'actionnaires. Si certains croient pouvoir s'exonérer de la dimension anthropologique du travail, ma foi, c'est leur affaire. Et est-ce qu'ils ne travailleront pas? C'est pas si sûr que ça. Tout ça est à voir avec beaucoup d'empathie, je pense. Le plasticien qui doit s'absenter de la vie commune pendant 2 ans, lui aussi, juste bien du plaisir. Mais est-ce que c'est si sûr que ça? Pourquoi pas. Mais en tout cas, encore une fois, le collectif, c'est un droit, ça n'est pas un devoir. Rôle de la demande dans les décisions de produire, dans les décisions sur la valeur. Évidemment que le travail repose sur l'activité. Évidemment que la valeur économique suppose qu'il y ait production de valeur d'usage et donc qu'il y ait une forme de demande sociale de cette valeur économique.
Donc là, on a encore renvoyé à cette question de la détermination du concret par l'abstrait. Je pense que globalement, hein, ce sont les producteurs qui décident de ce qui va être mis sur le marché. Les consommateurs, très peu. Et nous sommes maintenant même pris hein, dans un enfermement comme consommateur que je trouve redoutable, hein, avec l'invasion de la numérisation dans la pratique de consommation. Mais là encore, je bafouille et je ne suis pas très sûr de mon affaire. En tout cas, ce dont je suis sûr, hein, c'est que nous sommes de façon assez illusoire exaltés comme consommateurs parce que nous sommes niés comme producteurs. Ça, là, je suis très affirmatif. Et qu'il y a beaucoup de fuites dans l'illusion de la consommation parce que nous ne décidons pas au travail. Alors, quid de l'informaticien qui fait une bonne application pour nous emmerder sur nos téléphones, si on en a, si on est assez con pour avoir un téléphone. Bon. Alors, la question ne se posera pas, puisque le travailleur indépendant, il ne se rémunère pas sur son bénéfice. La valeur ajoutée de son activité, il en conserve une partie pour l'autofinancement, 15%, mettons, ce qui est à peu près le taux d'autofinancement actuel, c'est-à-dire ce que l'on conserve de la valeur ajoutée d'une entreprise, d'une activité individuelle, pour l'affecter à l'investissement, au renouvellement de l'investissement, décidé par soi-même, puisque c'est de l'autofinancement. Et puis les 85% du reste, il les verse en cotisation, ce qui lui permettra de voir ses investissements subventionnés et d'être payé à sa qualification. Il est payé à sa qualification. Il n'est pas payé selon l'efficacité marchande de ce qu'il fait. Il faut absolument que nous apprenions à distinguer la nécessaire marchandisation des produits, pas de tous, hein. Pour une fois, la gratuité est indispensable pour certaines productions et doit gagner d'autres productions que les productions actuelles, mais globalement, la validation marchande, si le marché est débarrassé de sa logique capitaliste, hein, le capitaliste, ce n'est pas le marché. Hein. Donc si on débarrasse le marché de sa logique capitaliste, ce qu'on fait dans une AMAP, par exemple, la validation marchande de notre activité, c'est-à-dire la validation marchande, pardon, je m'exprime mal, la validation marchande du produit de notre travail, ça c'est quelque chose de tout à fait nécessaire. Mais cette validation marchande du produit de notre travail n'est pas validation marchande de nous comme travailleurs. En tant que travailleurs, notre reconnaissance comme travailleurs doit être complètement exonérée de toute logique marchande. Toute logique marchande. Distinguons bien les biens et produits comme marchandises et le travail qui en aucun cas ne doit être une marchandise. Donc, un travailleur indépendant, un informaticien qui fait une bonne appli et qui alimente notre surveillance par les actionnaires de Google et qui fait qu'on va recevoir encore plus de sollicitations diverses et variées correspondant à notre profil, cet informaticien va générer beaucoup de valeur ajoutée si effectivement cette appli rencontre un grand succès, mais lui-même, ça ne changera rien à sa rémunération. Sa rémunération, elle est fonction de sa qualification, elle n'est pas fonction de son succès marchand. Merci beaucoup.
contrat de travail et chômeur en Italie. Ben, le chômeur qui garde le contrat de travail, pour moi, les résultats sont plutôt positifs parce que l'Italie est le deuxième pays industriel d'Europe. Il y a, juste derrière l'Allemagne, il y a 21% des actifs dans l'industrie, alors qu'il n'y en a que 13% en France, par exemple. Et c'est largement dû à ce système qui fait que les travailleurs licenciés pour un motif éventuellement parfaitement illégitime, je ne me prononce pas sur le motif, ne sont pas envoyés dans la nature, conservent leur contrat de travail. Les syndicats répartissent également, c'est-à-dire à quantité égale entre tous les salariés, la réduction du temps de travail liée au chômage. Ce n'est pas une personne qui est au chômage et les autres qui sont à 100%. C'est quand un atelier est atteint par du chômage, la totalité des personnes est en réduction d'activité. Et lorsqu'il y a reprise de l'activité, il n'y a pas besoin de réembaucher. Il y a une capacité. Alors, c'est utilisé par les entreprises pour une gestion extrêmement discutable de la flexibilité. Il n'y a pas de paradis dans ces affaires-là. Nous sommes en Italie, c'est un pays capitaliste. Donc la question, Fiat utilise le système de façon totalement patronale. Mais il n'empêche qu'on voit bien l'importance que les personnes ne soient pas renvoyées, encore une fois, isolées sur un marché, mais restent dans un collectif, n'intériorisent pas une espèce de responsabilité, puisque la réduction de la durée du travail est répartie entre tous, et sous responsabilité syndicale. Et d'autre part, n'ont pas à être réembauchés, ils sont de fait prioritaires dès qu'il y a une reprise de l'activité. Ça évite des césures biographiques considérables. Cela dit, ça n'est pas, encore une fois, nous ne sortons pas du capitalisme. C'est simplement pour faire, pour moi, dans ma réflexion, l'idée qu'on ne peut pas simplement dire on va donner à chacun un salaire à vie. Il faut aussi que ce chacun s'inscrive, ait droit de s'inscrire dans un collectif. C'est sur ça que je veux insister. Qu'il ait accès à un collectif, qu'il ne soit pas renvoyé à sa responsabilité individuelle, enfin, etc. etc. De 45 à 61, de 46 à 61, de fait, les administrateurs salariés élus sont majoritaires, ils désignent les directeurs des caisses, ils désignent les façons dont les ressources vont être utilisées, mais ils n'ont aucune maîtrise sur le taux de cotisation, qui reste une maîtrise du gouvernement. Donc ça, c'est une limite dans cette démocratie sociale de la période. S'agissant de l'invention de la qualification, là, je vous renvoie aux historiens de la convention collective, sauf que j'essayais désespérément de me rappeler du nom. En plus, le collègue qui est vraiment spécialiste de cette histoire a été le coordinateur de mon HDR, donc je devrais quand même me rappeler de son nom. Sauf que j'ai un trou et le temps passé à écouter vos questions n'a pas été suffisant pour me permettre de me rappeler de son nom. Mais si vous me laissez votre adresse ou si vous m'envoyez un mail, je vous répondrai avec les sources en question. Je ne sais pas qui m'avait posé cette question, mais c'était l'un d'entre vous par ici. Voilà.
Oui, alors il y a un débat, hein, il y a un débat dans Réseau Salariat sur biens de consommation et biens de production. Certains sont sur la position que tout devient bien de production, parce que tout devient travail. Moi, personnellement, je n'arrive pas à rentrer là-dedans, mais c'est un débat ouvert. Je pense que tout n'a pas à devenir travail et que tout n'est pas bien de production. Je pense que nos activités, une part de nos activités doit échapper à la logique de la valeur. C'est très important. Il faut que nous maîtrisions la valeur. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit que nous identifions activité et travail au point qu'il n'y ait plus de distinction entre valeur et richesse. Donc c'est pour ça que moi je maintiens la distinction entre des biens de consommation et des biens de production, mais c'est une question qui est ouverte. Donc adhérer à Réseau Salariat pour contribuer à notre réflexion commune. C'est un intellectuel collectif qui s'efforce de travailler sur des thématiques comme celle-ci, par exemple, qui ne sont pas tranchées. De même que n'est pas tranchée la hiérarchie des salaires. Tout ça, c'est en débat, bien sûr. Et donc, venez avec nous pour en discuter. Détermination du prix, sur quelle base, si on n'a ni à payer les salariés, ni à rembourser des emprunts, sur quelle base on va faire le prix, et pourquoi ne pas vendre à prix coûtant? Et du coup, il n'y a plus de valeur ajoutée du tout, et donc la poule aux œufs d'or est terminée. La question, je ne l'aborde pas dans Vaincre Macron, parce que je l'ai traité longuement dans Émanciper le travail. Donc, n'oubliez pas, quand vous achetez Vaincre Macron, d'acheter Émanciper le travail, parce que les deux ouvrages sont complémentaires. Je n'ai pas repris, évidemment, dans Vaincre Macron, tout ce que j'avais traité dans Émanciper le travail, en particulier la question du prix. La façon dont je l'aborde dans Émanciper le travail, là encore, c'est une question ouverte, hein, parce que je suis pas il y a des questions dont je suis spécialiste, d'autres pas. Là, je ne suis pas spécialiste des prix du tout, hein, d'accord. Donc, mais on voit bien le problème que vous avez très bien décrit. Hein, un prix, hein, quand un artisan fait un prix, il prend toutes ses consommations intermédiaires, comme on dit, hein, tout ce qu'il doit acheter, en termes de matériel, enfin, etc., de matières premières, etc. Et puis, il ajoute à ça ce qui va le rémunérer lui, hein, et puis ce qui va lui permettre de rembourser ses dettes, etc. Bon, si ce n'est plus lui qui se rémunère, et si il n'a pas de dette à rembourser, il va être tenté comme il y a concurrence marchande, il va être tenté de vendre à prix coûtant. Mais s'il vend à prix coûtant, et si tout le monde vend à prix coûtant, il n'y a plus de valeur ajoutée. Et nous fermons la porte et la fenêtre, c'est terminé. Il faut bien qu'il y ait valeur ajoutée pour qu'il y ait une production de salaire. Ce que je préconise dans Émanciper le travail, mais ça se discute, hein, c'est que on sait quel est le taux de valeur ajoutée en moyenne. Hein. Le taux de valeur ajoutée, il est par exemple de 30%. C'est-à-dire que pour un chiffre d'affaires de 100, les consommations intermédiaires, c'est 70 et la valeur ajoutée, c'est 30. Eh bien, si en moyenne, à l'échelle nationale, le taux de valeur ajoutée, c'est 30%, eh bien, on multipliera pour faire un prix, hein, le prix des consommations intermédiaires par le taux de valeur ajoutée pour obtenir un prix. Il y aura obligation de faire cette multiplication. Il y aura bien concurrence marchande qui portera, elle, sur le fait d'économiser sur les consommations intermédiaires, ce qui est une garantie aussi de maintien de la pertinence de la production, le fait qu'elle ne s'enferme pas dans de la médiocrité, etc., etc. Et il y aura valeur ajoutée. Hein, cette valeur ajoutée, elle sera un coefficient obligatoire de la consommation intermédiaire. C'est une proposition que je lance comme ça dans
dans Émanciper le travail et qui, pour le moment, n'a pas été discutée. Donc je souhaiterais qu'elle le soit, bien sûr, mais là encore, pourquoi pas par vous, bien sûr. Hein. Propriété patrimoniale et propriété d'usage. Oui, bien sûr, hein, je pense qu'il faut introduire la question de la propriété patrimoniale, parce qu'un outil, comme je l'ai dit lors de la première séance de séminaire, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on utilise. C'est aussi un patrimoine. Un patrimoine qui peut être vendu, un patrimoine dont il faut savoir qui en est propriétaire. Si nous renonçons à la propriété lucrative, ça ne veut pas dire que ce sont les travailleurs qui sont les propriétaires d'usage de l'outil qui vont être les propriétaires patrimoniaux. La propriété patrimoniale doit être celle de collectivités publiques, dont j'ai dit lors de la première séance qu'elles ne se confondent pas avec la puissance publique. Ça peut être des organisations mutualistes, etc., bien sûr, entre les travailleurs. Mais il faut distinguer propriété patrimoniale et propriété d'usage. Il n'y a aucune raison que ce soit les travailleurs de la SNCF qui soient les propriétaires de la SNCF. Aucune. Hein. En revanche, ils doivent être propriétaires d'usage. Hein. Mais un outil de travail, c'est une propriété collective. Collective, ça ne veut pas dire étatique, ça ne veut pas dire à l'échelle nationale, sauf si l'outil a des incidences nationales. Je ne sais pas quoi, un réseau de production électrique peut avoir une incidence nationale, et là, il faut que la propriété patrimoniale soit à l'échelle nationale, mais encore une fois, par une instance qui ne sera pas donc une collectivité territoriale, qui sera une collectivité plus large qu'un territoire. Mais je n'ai pas de réponse à cela non plus. Hein. Tout ça est à élaborer, mais la distinction entre propriété patrimoniale et propriété d'usage demeure, bien sûr, dans une logique de sortie du capitalisme. Dans le capitalisme, il n'y a que de la propriété patrimoniale parce qu'elle est lucrative, et comme elle est lucrative, il n'y a aucune propriété d'usage par les travailleurs eux-mêmes. Donc, une propriété patrimoniale non lucrative, c'est ce qui rend possible la propriété d'usage par les travailleurs. Les territoires zéro chômeur d'ATD Quart-Monde, je pense que vous avez très bien dit la chose. Hein. C'est à la fois, comme vous le dites, quelque chose qui suscite de l'enthousiasme parce que précisément la dimension anthropologique du travail n'est pas niée, hein, et des chômeurs sont institués comme travailleurs avec le danger que ce soit des travailleurs au rabais dans une logique demeurée capitaliste, ou de l'État en dernier ressort, employeur en dernier ressort, enfin bref, quelque chose qui ne change pas du tout le schmilblick. Ça change la situation des personnes, et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en évidence, mettre en valeur, hein, parce que être reconnu comme travailleur productif, ça fait partie de notre statut essentiellement, mais effectivement, ça peut être aussi, c'est aussi d'ailleurs, mais je n'ai pas de travaux de recherche suffisants à mettre en avant pour pouvoir l'étayer. Hein. À l'Institut européen du salariat, il y a des collègues qui font des recherches sur les expérimentations de territoire zéro chômeur, et donc ils vous en parleraient mieux que moi, mais c'est des recherches qui sont en cours, donc on n'a encore pas de résultats vraiment pertinents, mais qu'il y a un risque effectivement d'une espèce de piège à main-d'œuvre faiblement payé, c'est incontestable aussi. Hein.